Bonjour. Comme tous les êtres vivants, l'être humain cicatrise spontanément de ses blessures, sauf lorsqu'il est fragilisé par une affection, certaines affections qui vont l'empêcher de cicatriser. Il se trouve que ces affections vont aussi l'empêcher d'être opéré. Je vous rappelle le tableau que vous commencez à connaître maintenant. Lorsque la plaie n'est pas suturable, lorsque son sous-sol n'est pas vascularisé et que le terrain est trop fragile pour être opéré, eh bien nous quittons le domaine de la chirurgie pour rentrer de plein pied dans celui de la médecine. Le terrain est donc fragilisé par certaines affections, la plaie devient chronique. L'organisme ne peut pas cicatriser et on ne peut pas l'opérer. Plusieurs spécialités médicales s'occupent de ces plaies chroniques qui sont livrées également à l'industrie du pansement, sur lesquelles nous reviendrons. Il s'agit clairement d'une impasse car il est relativement rare qu'on sorte de cette impasse pour aboutir à une cicatrisation. Ce n'est pas parce que la situation est désespérée qu'il ne faut pas continuer à faire de la médecine et à s'occuper des patients, c'est tout l'art médical. Alors quelles sont ces causes qui empêchent la cicatrisation? On peut, pour les principales, les résumer à ce tableau très court, mais qui comprend 90% des causes qui empêchent la cicatrisation. Ces causes, en premier lieu, sont la dénutrition. La dénutrition, il faut s'intéresser à ce que mange, ou plutôt ce que ne mange pas votre patient. Alors, c'est relativement facile, il suffit de s'y intéresser. J'attire votre attention sur le fait que, et ce sont mes collègues d'endocrinologie qui me l'ont appris, aujourd'hui, de nos jours, en plein 21e siècle, il y a encore des cas de scorbut à Paris, concernant en particulier certaines personnes âgées qui habitent au 6e étage sans ascenseur, qui se font livrer leurs courses par des voisins compatissants, mais avec pas suffisamment de vitamine C ou de produits frais. Donc le scorbut, ça existe encore à Paris. Bien entendu, sans arriver à des situations aussi extrêmes, il y a d'autres cas de dénutrition, en particulier en fin de vie. Lorsque cette cause de dénutrition a été éliminée, lorsqu'on l'a reconnue ou lorsqu'on l'a éliminée, il faut s'intéresser à d'autres causes qui sont tous les déficits de la sensibilité. Les déficits de la sensibilité, ça veut dire, d'une façon triviale, lorsque les nerfs sont coupés, les nerfs ou la moelle, ce sont les tétras ou paraplégies, les blessés médulaires, en tout cas toutes les causes dans lesquelles il existe une insensibilité dans un territoire nerveux, mais aussi toutes les causes médicales. Et je veux parler des polynévrites, quelles que soient leurs étiologies. En particulier, la polynévrite diabétique, sur laquelle nous reviendrons. Troisième grande cause, ce sont tous les déficits circulatoires, que ces déficits circulatoires concernent le versant artériel, qu'ils concernent le versant veineux, qu'ils concernent le versant lymphatique, ou qu'ils concernent les trois à la fois, comme par exemple les séquelles de radiothérapie qui sclérosent les trois catégories de vaisseaux. Enfin, si les tuyaux sont bons, les vaisseaux sanguins sont bons, eh bien il est possible que les globules qui transportent l'oxygène ne soient pas normaux, ce qui concerne en particulier les drépanocytoses. Donc il y a tout un tas de causes médicales qui empêchent la cicatrisation de survenir. Alors je voudrais être très clair et attirer votre attention sur un cas clinique qui m'a fortement marqué. Cette jeune femme, à 25 ans, elle s'est faite opérer il y a quelques années d'un sarcome de la région axillaire. Ce sarcome a été enlevé et avec lui a été enlevé le plexus brachial, c'est-à-dire tous les nerfs qui commandent la motricité et la sensibilité du membre supérieur. Alors à quoi sert de conserver un membre supérieur dans ces conditions, qui sera paralysé et insensible? Eh bien, chez une jeune femme en particulier, il a été jugé que c'était préférable à une amputation avec un membre artificiel qui tiendrait par des bretelles. Toujours est-il que sur ce membre supérieur entièrement insensible et paralysé, eh bien, cette jeune femme
présente depuis 9 mois, et elle vient consulter le chirurgien pour cela, une petite plaie de la face dorsale de la métacarpophalangienne de l'index droit. Et quand on se rapproche de plus près, on s'aperçoit que cette petite plaie, de rien du tout, est couverte par une petite croûte. Ça fait 9 mois qu'elle a cette plaie. Si ça survient sur un terrain sain, eh bien on se dit que la croûte va tomber et que sous cette croûte, eh bien, va se trouver un bel épiderme tout neuf, et d'ici une dizaine de jours, ce sera fini. Eh bien non, ici ça fait 9 mois que cette patiente observe cette plaie chronique qui n'en finit pas de cicatriser. Donc, sur ce terrain insensible, une plaie a les plus grandes difficultés à cicatriser. Vous comprenez bien que si une petite plaie de cette apparence n'arrive pas à cicatriser spontanément parce que le terrain est insensible, vous imaginez que les escarres, dont on va voir certains échantillons de photos qui surviennent sur des terrains insensibles aussi, les tétras ou les paraplégies ou les blessés médulaires, n'ont aucune chance de cicatriser spontanément. Donc, il ne faut avoir aucune illusion en matière de plaie chronique. Le terrain étant fragile, la cicatrisation ne surviendra pas si on ne traite pas sa cause, si elle est traitable, évidemment. Alors, dans toutes ces causes, eh bien, voici une énumération des principales spécialités, des principales pathologies qui sont réparties dans différents services de médecine. En premier lieu, les causes ischémiques. Les causes ischémiques, un grand pourvoyeur, un grand représentant de ces causes, ce sont les ulcères veineux, post-phlébitiques ou pas. Il s'agit d'une insuffisance veineuse superficielle, un traumatisme déclenche une plaie qui finit par ne plus cicatriser car il y a une insuffisance veineuse. Vous le savez ou vous ne le savez pas, le traitement de ces ulcères veineux ne repose absolument pas sur les pansements, il repose sur le traitement de la cause et il repose sur, s'il existe un réseau veineux profond qui est continent et qui est perméable, sur un éveinage superficiel pour enlever les varices superficielles. Il repose aussi et surtout sur une compression élastique continue de façon à empêcher la progression et à stabiliser cet ulcère. Le traitement repose sur la contention élastique et absolument pas sur les pansements de quelque nature qu'ils soient. Les ulcères artériels eh bien, sont liés à des vaisseaux bouchés, une artérite qui va boucher les vaisseaux et les petits vaisseaux vont entraîner une nécrose cutanée distale dans le territoire du vaisseau bouché. Ces ulcères sont horriblement douloureux, contrairement aux ulcères veineux, et le seul espoir qu'ils guérissent ne repose pas sur les pansements bien sûr, mais sur la chirurgie vasculaire, au cas où il serait possible de reperméabiliser le territoire dévascularisé. Sinon, malheureusement, cela risque de se terminer par une amputation. Donc, le traitement n'est pas les pansements, mais la chirurgie vasculaire, si elle est possible, évidemment. Les ulcères mixtes, artériels et veineux, je n'insiste pas. Leur traitement ne dépend absolument pas des pansements, plutôt leur cicatrisation. Les pansements vont avoir un rôle de confort, bien sûr. À part, il faut mettre les angiodermites nécrosantes, qui est une pathologie tout à fait spéciale, qui survient chez des personnes plutôt hypertendues, à la suite d'un choc minime sur la jambe, eh bien, il survient une plaie qui devient très rapidement très douloureuse et ça s'appelle une angiodermite nécrosante. La meilleure façon de les traiter consiste à faire une exérèse greffe pour arrêter ce processus et ça marche remarquablement. En tout cas, ce n'est pas les pansements qui vont guérir ces angiodermites nécrosantes. À côté des causes vasculaires qui représentent un très gros volume de ces plaies chroniques, il y a des causes génétiques qui représentent un volume moins important. Dans ces causes génétiques, il faut citer les épidermolyses bulleuses dont nous avons déjà parlé. Ces épidermolyses bulleuses, ce sont ces maladies congénitales dans lesquelles la membrane basale est malade. Il existe plus de 400 maladies génétiques différentes de cette membrane basale actuellement. Et lorsque cette membrane basale est très gravement atteinte, eh bien l'épiderme se détache du derme et au moindre contact, au moindre traumatisme, et il en résulte une plaie. De plaie en plaie, ces plaies se chronicisent, et pour aboutir à ce tableau, évidemment, le traitement étiologique pour l'instant n'existe pas, il se reposerait sur le changement des chromosomes, la thérapie génique. Pour l'instant, ça n'est qu'un vœu pieux. Les pansements n'ont donc qu'un rôle de confort pour permettre d'une part de servir de pare-choc et d'autre part de protéger les plaies en cours. Deuxième cause génétique extrêmement importante,
en volume, ce sont les drépanocytoses. Dans les drépanocytoses ou l'anémie falciforme, les hématies ont une forme un petit peu anormale qui fait que les hématies vont se précipiter, vont boucher les petits vaisseaux pour entraîner des thromboses. Ces hémoglobines anormales donc entraînent des thromboses vasculaires distales qui vont entraîner des nécroses distales, donc des ulcères, qui sont très douloureux aussi. Le traitement, évidemment, n'est que symptomatique tant qu'il ne repose pas sur l'étiologie, c'est-à-dire une éventuelle thérapie unique pour l'instant. C'est du domaine de l'idéal. Les causes métaboliques représentent un énorme volume aussi, un énorme pourcentage des plaies chroniques. Parmi les causes métaboliques, eh bien, le diabète survient en tout premier lieu. Alors le diabète, ce n'est pas parce qu'on a un peu trop de sucre dans le sang qu'on a des plaies. On a des plaies spécialement sur la plante du pied, ça s'appelle un mal perforant plantaire. On a des plaies à ce niveau-là parce que on risque dans certaines formes de diabète d'avoir une artériopathie, donc les petits vaisseaux sont bouchés, voire cause précédente, et une neuropathie, c'est-à-dire que le territoire cutané est insensible. Lorsqu'on associe la neuropathie et l'artériopathie, c'est-à-dire un territoire qui est très mal vascularisé et qui est insensible, comme les pieds, eh bien, dans ces formes-là, on peut, pour le moindre petit traumatisme, mécanique bien sûr, un corps ou une chaussure mal adaptée, avoir une plaie dont on ne se rend pas compte immédiatement puisqu'on est insensible, si on ne surveille pas quotidiennement la plante du pied, et cet ulcère risque d'évoluer à bas bruit sans qu'on s'en rende compte, pour aboutir à des lésions tout à fait inquiétantes et tout à fait regrettables au point de vue évolutif. Le traitement ne repose évidemment pas sur les pansements, le traitement repose sur l'équilibration du diabète et sur des règles hygiéno-diététiques consistant en particulier à surveiller très régulièrement la plante du pied, ce qui n'est pas forcément facile chez tout le monde en raison, lorsque l'âge avance en particulier, des difficultés à mouvoir le membre inférieur. Les escarres, alors les escarres, c'est un domaine qui est tout à fait à part, sur lequel j'aimerais insister un peu en faisant une parenthèse. Il existe 3 sortes d'escarres. La première sorte, c'est l'escarre du sujet âgé, l'escarre du sujet grabataire. Il s'agit d'une escarre qui survient en fin de vie, chez un patient qui, par ailleurs, présente d'autres pathologies et qui a une tendance à ne moins s'alimenter. Donc il est dénutri relativement. Il a un moral qui n'est plus capable de survivre et il est clair que ces escarres du sujet âgé ou de fin de vie eh bien, ne relèvent absolument pas de la chirurgie, faute de quoi elles récidiveront dans les jours qui suivent l'intervention. Donc l'escarre du sujet âgé ou grabataire ne relève absolument pas de la chirurgie, y compris pour la détertion du couvercle nécrotique suppuré, qui va se faire spontanément et que n'importe qui peut accélérer en découpant cette nécrose au ciseau, c'est insensible, ça n'est pas hémorragique. Donc l'escarre du grabataire ou du sujet âgé en fin de vie il n'a même pas d'exception, n'est pas chirurgical. Deuxième sorte d'escarre, c'est l'escarre du sujet valide. Alors ce sujet valide, eh bien, il lui arrive un accident, il se fait renverser par l'autobus, par surprise, ou bien il fait une tentative de suicide, ou bien tout un tas de causes possibles qui font qu'il va se retrouver en réanimation. En réanimation, eh bien, les collègues médecins vont lui sauver la vie, mais après quelques semaines d'alitement, le sujet va se retrouver, dans certains cas, avec des escarres. On ne peut pas s'occuper de tout. Lorsque le sujet sera remis sur pied, il était valide au départ, eh bien, puisqu'il est sain, puisqu'il est bien nourri, puisqu'il ne présente pas d'autres pathologies, ces escarres vont cicatriser toutes seules, spontanément, comme parce que le patient est vivant. Donc ici, il est exceptionnel que les escarres du sujet valide, accidentel, se relèvent de la chirurgie. Le troisième type d'escarre, et c'est lui qui peut relever de la chirurgie, concerne les escarres chez les blessés médulaires. Les blessés médulaires ou les escarres neurologiques type sclérose en plaques. Mais les tétras ou les paraplégies eh bien, ont au moins la moitié du corps qui est insensible
définitivement. Et je vous rappelle qu'en terrain insensible, eh bien, les plaies ne cicatrisent pas ou cicatrisent extrêmement mal et extrêmement lentement. Ces escarres peuvent relever de la chirurgie. Encore faut-il que la prise en charge soit globale, car si on opère une escarre chez un malade médulaire, un blessé médulaire ou neurologique, eh bien, s'il n'y a pas de prise en charge globale, cette escarre va immanquablement récidiver dans les semaines qui suivent. Il est donc fondamental que la chirurgie des escarres s'accompagne d'une prise en charge globale dans le cadre d'une médecine de rééducation, médecine physique, avec tout ce que ça comporte de prise en charge globale. Hors de cette prise en charge, hors de l'éducation thérapeutique en particulier du patient, eh bien, il est tout à fait illusoire de vouloir opérer une escarre pour reboucher le trou. Le patient va la récidiver rapidement. Donc, résumé, il existe 3 sortes d'escarres. L'escarre du sujet âgé ou terminal qui ne relève pas de la chirurgie, l'escarre accidentel du sujet sain qui ne relève pas de la chirurgie sauf exception, l'escarre enfin du blessé médulaire ou du malade neurologique qui, elle, peut relever de la chirurgie à condition d'être prise en charge globalement dans un service de médecine physique et de réadaptation. Ces escarres, eh bien, il existe différents tableaux. Le sujet n'est pas de les développer ici. En tout cas, ce ne sont pas les pansements qui vont réussir à cicatriser ces escarres neurologiques. Vous vous en doutez bien. La maladie de Verneuil ou hydrosadénite suppurée est une cause infectieuse qui concerne les glandes sudoripares apocrines qui sont appendues aux poils qui poussent à la puberté, c'est-à-dire plutôt sous les aisselles et dans le périnée. Et le traitement jusqu'à présent de ces infections est inconnu, il est purement symptomatique et dans les formes invalidantes, eh bien, le traitement est chirurgical. Il consiste simplement et d'une façon bestiale à retirer toute la zone pileuse ou toute la zone infectée, en particulier lorsqu'il s'agit du périnée. Autant c'est facile d'enlever la zone pileuse au niveau de l'aisselle, autant c'est un peu plus compliqué au niveau du périnée. En tout cas, ce ne sont pas les pansements. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur une dernière cause. Une fois que toutes les causes précédentes ont été éliminées, lorsque le patient est bien nourri, lorsque ses vaisseaux sont sains, lorsque il n'a pas de déficit génétique, métabolique, etc., eh bien, il existe des causes psychologiques, psychiatriques, qui s'appellent la pathomimie, dans lesquelles le patient a un entretien d'une façon factice sa plaie, qui n'a aucune raison de ne pas cicatriser spontanément. Donc leur traitement est relativement très difficile, parce qu'il fait appel en particulier à une composante psychologique importante, mais il peut aboutir chez des personnes et des thérapeutes non avertis à des dégâts regrettables, comme ici à cette amputation de l'index avec différents lambeaux pour une brûlure du second degré qui aurait dû cicatriser spontanément. Donc les pathomimies, c'est un sujet qui est très à part. Lorsqu'une plaie ne cicatrise pas alors que le sous-sol est vascularisé et que toutes les autres causes ont été éliminées, méfiez-vous, pensez à la pathomimie. Enfin, en dernier lieu, eh bien, une plaie chronique au bout d'un certain temps d'évolution, au bout de plusieurs années, je parle ici entre 10, 15 ou 20 ans, lorsqu'une plaie chronique se met à bourgeonner, eh bien, ce n'est pas le champagne qu'il faut sortir, mais c'est le punch, car il est hautement probable que ce bourgeon corresponde à un carcinome épidermoïde, c'est un bourgeon tumoral qu'il va falloir biopsier pour le confirmer. Évidemment, c'est une extrémité regrettable et l'idéal devant une plaie chronique serait de prévenir la survenue de cette cancérisation en rebouchant la perte de substance, la plaie, mais comme je vous l'ai dit en introduction, lorsque l'affection est responsable d'une absence de cicatrisation, on vient de le voir, eh bien elle est aussi en règle générale responsable d'une contre-indication anesthésique ou chirurgicale et la prévention de cette cancérisation reste malheureusement un vœu pieux pour ce qui concerne la chirurgie. Je vous remercie.